Place maintenant au Dimanche Magazine. Sachez que la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a été célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire le mercredi 19 juin dernier. La maladie a été pendant longtemps orpheline. Découverte en 1905, c'est 100 ans après qu'elle est reconnue comme problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, cette affection touche 14% de la population. Comment se manifeste la drépanocytose? Comment se fait la prise en charge? Pour en parler, nous recevons le professeur Kofi Gustave, président de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine. Bonjour, professeur. Bonjour. Qu'est-ce que la drépanocytose? Eh bien, pour répondre à votre question, je voulais avant tout, si vous me permettez, rendre un vibrant hommage au professeur Sangara Madou, paix à son âme, qui nous a quittés, et qui s'est battu depuis de nombreuses années pour faire en sorte que cette maladie orpheline soit reconnue aujourd'hui comme un problème de santé publique. Alors, la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'abord d'une maladie génétique qui touche le globule rouge. Et qui dit maladie génétique, c'est une maladie qui est transmise de parents en fils. Et c'est une maladie qui touche l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine normale, chez un sujet sain, est l'hémoglobine A. Et cette hémoglobine A est remplacée par une autre hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Et le mot S vient du terme cycle, qui est un terme anglo-saxon, qui signifie cycle cell disease. Et en grec, le terme cycle désigne drépanos, d'où le terme drépanocytose, qui signifie la maladie du globule rouge déformé en croissante de lune ou en fossile. Et comment reconnaît-on cette maladie génétique alors? Alors, c'est une maladie qui se reconnaît par son histoire, parce que c'est une maladie génétique, comme je l'ai dit, elle est transmise, n'est-ce pas, de père en fils. Et donc, dès l'enfance, les premiers symptômes vont se manifester, notamment chez l'enfant aux alentours de 6 mois, où l'enfant naît, il est constamment anémié, et c'est un enfant, n'est-ce pas, qui est grincheux, et qui va présenter les premiers symptômes de la maladie, qui sont des symptômes qui vont toucher d'abord le dos des mains et le dos des pieds, qui vont être tuméfiés, et une douleur au niveau du ventre, et l'enfant sera constamment anémié avec un ictère et un ventre qui est distendu. Donc c'est une maladie qui présente non seulement des signes liés à la douleur de la drépanocytose, mais en plus, il s'agit d'une anémie chronique et l'enfant aura, n'est-ce pas, un retard de développement vraiment staturo-pondéral et il aura, n'est-ce pas, ses membres qui sont grêles et un faciès un peu spécial. Donc voilà un peu comment se manifeste cette maladie dès l'enfance. C'est une maladie consanguine. Quelles sont les zones de prédilection, surtout en Côte d'Ivoire? Alors vous avez dit, Delphine, tout à l'heure que c'est une maladie qui a été longtemps orpheline, puisque c'est une maladie qui a traversé toute l'époque coloniale et même post-coloniale. Et c'est une maladie qui date depuis 1905. Et ce n'est que seulement en juin 2005 que la maladie a été reconnue comme un problème majeur de santé publique. Alors donc c'est une maladie d'abord qui touche près de 120 millions d'individus au monde et dont les 2 tiers sont situés en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que dans une zone qu'on appelle la ceinture cyclémique de Lehmann, qui est une zone qui est superposable à la zone d'endémie palustre. Et donc, dans cette zone-là, les taux de prévalence sont au-dessus de 10%. Et les taux les plus élevés sont en Afrique centrale, notamment entre 30 et 40%. En Côte d'Ivoire, les études qui ont été réalisées par le professeur Caban et le professeur Sangaré à l'époque, dans les années 1967, ont permis, n'est-ce pas, de noter qu'il y avait une répartition inhomogène de la maladie. C'est ainsi que les taux de prévalence les plus élevés sont situés au nord, à l'est et au centre. Des images. Hein. Voilà les images. Donc, le taux de prévalence, c'est au nord. Au nord, nous avons des taux de prévalence qui vont de 14 à 20%. Au centre, c'est aux alentours de 8 à 10%. Et à l'est, on a des taux de prévalence qui vont jusqu'à 12%. Mais la maladie est rare à l'ouest, où le taux se situe aux alentours de 2%. Et au sud, le taux est aux alentours de 4%. Donc, vous voyez qu'au sein même de la population ivoirienne, il existe une inégale répartition de la maladie. Et ce qui fait dire que vraiment, il y a des facteurs, n'est-ce pas, qui vont œuvrer, n'est-ce pas, à l'émergence, n'est-ce pas, de cette maladie. Et on le disait tout à l'heure, c'est une maladie orpheline. Pourquoi a-t-elle bénéficié de peu d'intérêt? Alors, de peu d'intérêt, comme ça, c'est une question qui est très importante. Pourquoi peu d'intérêt? Puisque c'est une maladie avant tout du noir. Alors, comme on l'a décrit à l'époque, il existait d'abord les foyers originels et l'Afrique noire a été, n'est-ce pas, le berceau, n'est-ce pas, de l'humanité. C'est le berceau, n'est-ce pas, des hémoglobines anormales. Et donc, c'est une maladie du noir avant tout. Et qui ne touche pas, n'est-ce pas, la population race nord-européenne. Et donc, c'est dit que vraiment pendant longtemps, la maladie est passée silencieuse. Et ce n'est que récemment, n'est-ce pas, en juin 2005, lors du combat qui a été mené par les premières dames d'Afrique, notamment Mme Ouad, Mme Denis Sassou Nguesso et leur époux, n'est-ce pas? Et c'est grâce à ces voix-là que l'OMS, l'UNESCO et l'ONU
ont reconnu qu'il s'agissait déjà d'une priorité de santé publique. Donc il fallait, n'est-ce pas, mener des actions pour faire en sorte que cette maladie soit reconnue en tant que telle. Et c'est 100 ans après que cette maladie a été reconnue. On dit généralement que le drépanocytaire a une durée de vie très courte. Alors, effectivement, dans les écrits anciens, on disait que le malade drépanocytaire ne dépassait pas 20 ans. Et cette notion est aujourd'hui obsolète, elle est dépassée. Puisqu'à l'époque, la maladie n'était pas connue et donc il n'y avait pas, n'est-ce pas, de prise en charge efficiente. Et aujourd'hui, avec les progrès qui ont été réalisés depuis des années durant, eh bien aujourd'hui, le malade drépanocytaire a une espérance de vie qui est presque superposable à l'espérance de vie du sujet sain. Donc, grâce aux progrès qui ont été réalisés, n'est-ce pas, dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, cette maladie, n'est-ce pas, du fait de la razzia d'esclaves de l'Afrique vers le Nouveau Monde, notamment aux États-Unis, eh bien, les Américains, n'est-ce pas, se sont intéressés à cette maladie. Et donc, c'est ce qui a fait que les travaux réalisés ont permis de booster un peu, n'est-ce pas, la connaissance de cette maladie et faire en sorte que le pronostic de la maladie est devenu encore meilleur que par le passé. C'est une bonne nouvelle. Nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément sur la prise en charge des patients et les difficultés du centre d'hématologie, le seul centre qui reçoit les drépanocytaires en Côte d'Ivoire. Regardez. Peu connue des populations, la drépanocytose est traitée en Côte d'Ivoire. Et c'est le centre hospitalier et universitaire de Yopougon qui dispose d'un service de traitement de la maladie. Il s'agit du centre d'hématologie. Un centre d'hématologie, c'est un service qui s'occupe de la prise en charge et du diagnostic des maladies du sang. Les maladies du sang, c'est-à-dire les maladies liées aux globules rouges, avec comme chef de file la drépanocytose, les maladies liées aux globules blancs, avec les leucémies, les lymphomes et les maladies liées aux plaquettes sanguines. C'est la drépanocytose qui occupe plus de 50% des activités du service. Le suivi médical des patients au CHU de Yopougon est accompagné des services d'une assistance sociale. Cependant, le centre d'hématologie du CHU ne dispose pas de moyens nécessaires à la prise en charge des patients. C'est difficile parce que les moyens sont limités. Les parents souvent viennent, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas assez de moyens. Les ordonnances sont coûteuses et ça fait que vraiment c'est difficile pour les prendre en charge. Alors si l'État vraiment pouvait faire quelque chose pour aider ces patients à les prendre vraiment en charge, je pense que ce serait bien. Même la chambre, tout est cher et par moment on n'arrive pas à payer. Actuellement, la chambre à 3 500 par jour. Donc vous imaginez si on doit passer un mois ici, combien ça fait? Sans compter la nourriture, les médicaments qu'on doit acheter. Je viens d'acheter un médicament, bientôt 5 000 francs. Les médicaments sont chers, donc on veut que l'État n'a qu'à les prendre en charge aussi. À côté des moyens médicaux déficitaires, se pose le problème du cadre d'internement des patients. L'année 2013 ayant été déclarée année de la santé par le président de la République, les malades peuvent certainement espérer. Nous venons de le voir, professeur, il y a des difficultés. Le système public de santé n'offre que des services limités, confinés dans les centres de santé hospitaliers et universitaires. Votre commentaire? Ben voilà, donc comme vous le constatez d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on vous a dit, depuis 2005, ce n'est que cette année que la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose a été célébrée grâce à notre ministre. Et donc, c'est dit que déjà, il y a un pas en avant. Alors, lorsqu'on parle des priorités de santé publique, cela suppose qu'il faut qu'il y ait un programme. Et c'est dans le cadre d'un programme, n'est-ce pas, qu'on peut améliorer de façon significative la prise en charge des malades drépanocytaires. Et donc, vous voyez que nous sommes dans un centre de prise en charge des maladies sanguines. Et dans ce centre-là, les patients drépanocytaires sont confinés, n'est-ce pas, dans un endroit. Et si bien que vraiment la prise en charge n'est pas une prise en charge tout à fait bien menée, en fait. Et donc, il s'agira, n'est-ce pas, de développer une politique, n'est-ce pas, nationale de prise en charge, n'est-ce pas, de la drépanocytose. Parce que vous voyez, l'OMS et l'ONU disent que la drépanocytose vient en 4e position des priorités, n'est-ce pas, après le sida, après le paludisme, après le cancer et la tuberculose. Aujourd'hui, la drépanocytose est incluse dans les maladies non transmissibles. Ça, c'est ce qui n'est pas juste. Donc, lorsqu'on aura un programme national de prise en charge de la drépanocytose, vous verrez qu'on pourra améliorer, n'est-ce pas, de façon significative, la prise en charge et les conditions de vie des patients drépanocytaires. La drépanocytose est une maladie qui menace le cœur, les reins, les yeux, les os, les nerfs. Le traitement de la maladie nécessite donc de gros moyens.
Effectivement, le traitement de la maladie nécessite de gros moyens. D'abord, il faut voir, pour ce qui est du traitement, il y a deux aspects du traitement. Il y a ce qu'on appelle le traitement curatif et puis le traitement préventif. Alors, étant donné qu'il s'agit d'une maladie génétique, à l'heure actuelle, on n'a pas la possibilité de guérir définitivement de la maladie. Hein, je vous dirai tout à l'heure. Alors, si on ne peut pas guérir la maladie, étant donné que cette maladie qui se transmet et dont les facteurs qui favorisent la maladie sont liés, n'est-ce pas, aux facteurs de l'endogamie, notamment les mariages consanguins et les mariages à risque, donc on peut agir au niveau de la prévention primaire pour empêcher la naissance des enfants drépanocytaires. Et donc, cela suppose qu'il faut qu'on mette en place une politique de prise en charge en insistant sur l'information, l'éducation et la communication. C'est-à-dire qu'éviter la naissance, n'est-ce pas, d'enfants dans le couple à risque, éviter d'abord l'union des couples à risque, n'est-ce pas, éviter les mariages consanguins, et donc il faut permettre à ce que les gens changent leurs habitudes. Et lorsqu'on aura bloqué, n'est-ce pas, le système en amont, on va réduire de façon significative, n'est-ce pas, la naissance d'enfants drépanocytaires. L'autre volet de la prise en charge, à défaut, n'est-ce pas, de guérir la maladie, on ne peut que se contenter, n'est-ce pas, de soulager le malade. Et on soulage le malade par des médicaments. Et ces médicaments sont très onéreux, parce que c'est des médicaments qui coûtent cher. Alors, vous voyez que ce n'est pas subventionné et la plupart des malades qui viennent dans nos centres de santé sont des malades démunis. Donc, on peut déjà essayer de calmer, d'aménuiser la souffrance du malade, mais pour l'instant, n'est-ce pas, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas guérir la maladie. Le seul moyen qui permet de guérir la maladie de drépanocytose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la greffe de moelle osseuse. Alors, la greffe de moelle osseuse, c'est une technique qui se pratique en Occident. Elle n'est pas faite ici. Elle coûte près de 80 à 100 millions de francs CFA, la greffe de moelle osseuse. Et lorsqu'on réussit à mobiliser les moyens, il faut trouver un donneur. Alors, pour trouver un donneur dans une famille où tous les enfants sont drépanocytaires, vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Et lorsqu'on trouve un donneur et qu'on a les moyens, n'est-ce pas, de faire cette greffe de moelle osseuse, eh bien, on va se retrouver confronté devant un risque de décès au cours de la technique, qui est de l'ordre de 10 à 20%. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas guérir de la maladie. Il y a un espoir de guérison qui est en cours, il y a des progrès scientifiques qui sont réalisés actuellement, qui va reposer sur une technique qu'on appelle la thérapie génique, qui est une technique qui va consister à faire cultiver, n'est-ce pas, la séquence du gène qui a été muté au niveau de l'hémoglobine, et on va introduire ce gène-là grâce à un vecteur viral au niveau du malade, et cela va permettre, n'est-ce pas, de faire produire de nouveaux globules rouges qui sont dépourvus, n'est-ce pas, de l'anomalie génétique. Donc, c'est des progrès qui sont en cours de réalisation. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en attendant, il faut que toutes les composantes de la société, puisque la drépanocytose est avant tout une maladie pluridisciplinaire. Il y a tellement de complications. La drépanocytose touche tous les organes, que ce soit le cœur, le cerveau, le rein, le poumon. Alors, non seulement ça crée, n'est-ce pas, une invalidité. Parce qu'il y a les retards scolaires, il y a les handicaps moteurs. Et donc, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va toucher toutes les composantes de la société. Que ce soit les religieux, que ce soit les ethosociologues, que ce soit les psychologues. Donc, toute la composante de la société doit se mobiliser, n'est-ce pas, pour faire en sorte que nous puissions réduire de façon significative, n'est-ce pas, la naissance d'enfants drépanocytaires. Professeur, vous allez insister sur la prévention pour terminer. Alors, donc, la prévention va se baser sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la prévention primaire. Alors, il faut que l'État puisse imposer, n'est-ce pas, la réalisation systématique de l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est l'examen de diagnostic, chez tous les candidats au mariage. Professeur, nous voyons là des images, vous pouvez essayer de les commenter. Alors, sur cette image-là, il s'agit du mode de transmission de la maladie. Et là, en rouge, c'est l'anomalie, n'est-ce pas, du globule rouge. Alors, nous avons le père et la mère. Alors, l'anomalie S, le S qui est là, peut être transmise à la descendance. Quand vous avez un couple à risque, le risque de mettre au monde un enfant malade drépanocytaire est de 25%. Il est de 50% pour que les enfants portent le même trait, c'est-à-dire portent le trait de la drépanocytose. Et on a une chance de 25% d'avoir un enfant drépanocytaire normal. Mais ça, c'est un risque qui s'apprécie au moment, n'est-ce pas, de la fécondation. Ce n'est pas en termes d'enfant, vous voyez. Et donc, c'est important d'abord d'insister sur cet aspect des choses. Aux États-Unis, ils ont réussi, n'est-ce pas, à inculquer, n'est-ce pas, depuis le bas âge, au niveau préscolaire et au niveau scolaire, pour faire comprendre aux enfants que si vous êtes AS, il faut éviter de rencontrer quelqu'un qui est AS pour mettre au monde des enfants malades. Donc, je pense que l'État doit imposer. Aujourd'hui, dans la religion catholique et la religion musulmane, avant le mariage, n'est-ce pas, on impose, n'est-ce pas, à tous les prétendants au mariage de réaliser systématiquement leur test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et je pense que l'État doit imposer cela dans toute la composante de la société pour que, n'est-ce pas, nous puissions empêcher la naissance d'enfants malades, parce que ces enfants qui sont malades ne demandent pas à venir, ils vont souffrir toute la vie. Et je crois que si on peut l'éviter, ce serait vraiment l'idéal.
Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. La prévention demeure, selon les spécialistes, la meilleure thérapie pour ne pas donner naissance à des enfants dont l'espérance de vie reste problématique. Attention au mariage entre cousins. Contrairement aux autres affections qui, de façon générale, s'imposent à toute victime, la drépanocytose peut être évitée en réalisant l'examen de sang appelé électrophorèse de l'hémoglobine avant la conception d'un enfant. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.